Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je vous salue tous. Hein. Donc je suis invité à une conférence. Hein. Voilà, quoi que je l'ai dit, hein, vous allez beaucoup m'entendre. Hein. Vous allez être saturé de ma voix parce que je fais la conférence. Bon, et puis vous êtes tous presque mes doctorants d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais intervenir intervenir sur vos préparations pour vous aider. Hein. Pour vous aider, parce que on est dans le milieu de la créativité. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet. On doit vous apprendre une chose difficile. On doit vous apprendre à créer, à découvrir, hein. Voilà, à rechercher. Hein. C'est un terme énigmatique. Hein. Je pense que c'est ça qu'on va développer. Pour progresser dans un domaine, il faut accepter la réalité de ce domaine. Donc, nous avons une tâche difficile. Hein. Déjà, enseigner, c'est difficile. Hein. Enseigner, c'est extrêmement difficile. Je vais commencer par Platon. Hein. L'excellent Platon, dans le Ménon, il a posé la problématique de l'enseignement. C'est quoi enseigner? Hein. Voilà, donc c'est quoi enseigner? Donc, question de base. Hein? Ensuite, à la fin du Ménon, il va parler de la recherche. Hein? Et c'est ça qu'on appelle le paradoxe de Ménon, le paradoxe du chercheur. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut chercher ce qui n'est pas en nous? Oui. Oui, c'est-à-dire, on peut chercher sans savoir ce qu'on cherche. Oui. Et puis de l'autre côté, si on sait ce qu'on cherche, est-ce qu'on est un véritable chercheur? Donc nous sommes dans ce paradoxe et nous sommes des enseignants. Alors évidemment, lui il m'a proposé, je ne sais pas quel est son projet. Hein? Voilà, on va appliquer les méthodes littéraires, hein, en passant. Hein? C'est-à-dire quand on énonce un projet, en général, il y a des attentes. Oui, et dans les attentes, parfois il y a la mythologie. Hein. C'est pourquoi la mythocritique elle est importante. Hein. La mythocritique, c'est pas seulement les mythes que l'on entend nous raconter, mais ce sont les mythes qui nous habitent. Hein. Ce sont les mythes avec lesquels nous percevons le monde. Ce sont les mythes grâce auxquels aussi nous vivons. Parce que ce sont les mythes, hein, qui nous permettent de vivre. Le mythe de l'amour, hein, c'est bien, hein, peut-être que c'est faux, mais quand même c'est un mythe qui nous permet d'atteindre, pas d'atteindre, hein, mais dans la logique d'une utopie. Oui. Là on est dans la recherche, hein, oui, parce que ça va être la logique de la recherche. Hein, on va pas réaliser le couple parfait, mais on va œuvrer dans la perspective d'atteindre une perfection qui très certainement n'existe pas ou n'existe que dans les livres. Mais ça, ce sont des moteurs, hein, je l'ai dit dans le document, ce sont les moteurs de l'action. Parce qu'il faut avoir des moteurs, il faut avoir de bons moteurs de l'action. Donc je ne sais pas quel est le non-dit, hein, quel est le non-dit de la demande de mon ami, le professeur Moustapha Faye. Il m'a dit, voilà, donc il faut une conférence sur la recherche. Alors évidemment, on est dans un milieu universitaire, quand on vous dit conférence sur la recherche, il y a un non-dit. Le non-dit, c'est le non-dit mythologique. Hein, c'est un non-dit scientifique. Vous voyez, parce que la science, c'est quoi? La science, c'est de l'objectivité, c'est vrai. Hein, il y a beaucoup d'objectivité, hein, ça il ne faut pas nier. Hein, mais dans la vie, il n'y a pas que de l'objectivité, heureusement. Il y a aussi de la mythologie. Qu'est-ce qu'on attend d'un scientifique? Qu'est-ce qu'on attend d'un technocrate, hein, comme on dit, dans tous les domaines? C'est qu'il propose des solutions. C'est qu'il propose, et je pense que ça, c'est le rêve de tout, enseignant. C'est le rêve secret de tout enseignant, qui nous tourmente, qui nous permet, qui nous fait échouer nos cours, dans nos cours, dans l'élaboration de cours. Le rêve, c'est quoi? Parce que
vraiment le cours parfait, le cours absolu, c'est le théorème. Hein? C'est ça le cours absolu. Quelque chose qu'on utilise mécaniquement. Mais même le théorème n'est pas aussi théorématique que cela. Hein? Voilà, ça c'est des notes. C'est des notes dans lesquelles j'ai recueilli les phases de mes réflexions. Parce qu'on va revenir là-dessus. Ouais. Même, ça il ne faut pas se tromper, même le théorème n'est pas aussi mécanique, n'est pas aussi automatique. Ouais, mais on peut réaliser, on peut atteindre l'automatisme. Hein? Peut-être qu'on va revenir sur ça. C'est-à-dire on peut créer un contexte dans lequel l'écriture coule de source. Ouais. Mais ce n'est pas par la voie attendue. Donc, dans le domaine de l'université aussi, c'est la technologie, c'est la science. Hein? C'est quoi? C'est le rêve d'un cours parfait. Le cours parfait, c'est un théorème. Le théorème, c'est quoi? C'est une formule qui nous permet de réaliser mécaniquement, automatiquement une thèse ou bien un mémoire. C'est ce mythe-là, hein? Objet d'une mythocritique. Vous voyez, la mythocritique, c'est quoi? C'est l'étude des mythes, mais la mythocritique aussi, c'est l'étude critique des mythes. Les mythes qui hantent le chercheur. Parce que par le chercheur, il doit... pour faire la recherche, c'est très compliqué. Hein? Voilà, c'est un peu désordonné. Voilà, mais... voilà, c'est-à-dire ce que je vais dire, il faut que je le prouve par l'acte aussi. Hein? Donc, j'ai choisi le désordre. Parce que je me pense que c'est le désordre qui est créateur, qui est créateur. C'est vraiment ça. Oui, donc, ça c'est très important. C'est-à-dire que nous sommes dans un univers dans lequel on est tourmenté par des mythes. Le mythe, c'est quoi? J'ai un directeur, définition du directeur, c'est quelqu'un qui va m'aider à faire ma thèse. Alors là, évidemment, configuration actentielle de la recherche. Il faut bien qu'on soit sémioticien, parce que la sémiotique, c'est une science très utile, qui nous permet toujours d'analyser la configuration actentielle. C'est-à-dire, sémiotiquement, que veut dire un chercheur? Que veut dire un directeur de recherche? Est-ce que c'est un adjuvant? Est-ce que c'est un adjuvant? Ou bien c'est l'erreur secret? Je voudrais que... Oui, c'est très intéressant, quoi. Je voudrais que mon encadreur soit dans ma tête, que j'ai son esprit, et qu'avec son esprit, je puisse produire une thèse, un mémoire. C'est l'attente, en général, du chercheur. Oui, enfin, de beaucoup de chercheurs. Il y en a d'autres, ils ont d'autres attentes. Hein? Dit que voilà, lui, je suis là pour qu'il m'aide. Il m'aide à travailler. Moi, je pense que c'est lui le grand chercheur. C'est lui qui a compris ce que c'est. C'est lui qui a compris ce que c'est qu'un directeur. Donc, sur le plan de la configuration actentielle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on attend d'un directeur? C'est quelqu'un qui dirige. Vous voyez, le mot est intéressant. Vous voyez, dans le lexique, ça aussi, c'est bon à neutraliser. Vous voyez, et là, on est dans la recherche. Vous voyez, la meilleure recherche, c'est la recherche qui s'intéresse à la possibilité même de cette recherche, aux obstacles de ces recherches. Hein. Je vais directement dans la conclusion. Hein, parce qu'on va... c'est-à-dire, c'est ça la recherche. La recherche, c'est pas les résultats, c'est la difficulté à produire des résultats. Oui. La vraie recherche, c'est le fait d'accepter, comme le dit Francis Ponge, qu'on n'est pas un grand poète. Parce que les grands poètes, c'est ceux qui ont un rêve. Le rêve, c'est quoi? C'est d'atteindre un état tel qu'ils vont produire quelque chose d'absolument parfait, d'absolument verrouillé. Pas presque toute leur vie. Pendant longtemps, ils vont poursuivre cette ombre. C'est à la fin qu'ils vont se comprendre que cette ombre n'est pas irréalisable, mais que ce qu'ils ont tenté de faire pour réaliser est déjà une œuvre d'art. C'est ça Mallarmé, c'est ça qu'a découvert Mallarmé. Ce sont ces brouillons pratiquement qu'il a produit. Même chose pour le thésard. Les difficultés qu'il rencontre finalement et qu'il se rend compte que c'est l'expression de ces difficultés qui constitue la meilleure thèse. Mais évidemment, il faut une mise en forme. Vous voyez, donc quand on fait la recherche, le premier démon, parce que je vais l'appeler les démons, parce qu'un chercheur, parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut former des génies. Hey, c'est important. Qu'est-ce que c'est que la recherche? Hein? Qu'est-ce que c'est que la recherche? Alors, je taquine toujours. Hein? C'est-à-dire que les chercheurs, quand ils ont fini en commençant par moi, on est satisfait. Hein? Après, quand on a écrit un mémoire, quand on est célébré, voilà,
on a l'intime conviction d'avoir changé le monde. Voilà, c'est-à-dire on a un sentiment extraordinaire de puissance, comme disait Spinoza. Effectivement, c'est un sentiment de puissance. Mais dans l'absolu, on est puissant. Vous voyez, parce qu'on a ouvert une partie du monde. Vous voyez, ce rêve-là, il est au cœur de la recherche scientifique. Vous voyez, le chercheur, il veut réaliser l'absolu. Et c'est ça qui le bloque, c'est ça qui l'inibe. Ouais. Et c'est ça qu'on attend d'un prof, un prof directeur. Malheureusement, potentiellement, on veut qu'il soit nous. Et de l'autre côté, le maître, il est trop généreux, mais la générosité est antipédagogique. Parce que la générosité, c'est quoi? C'est l'invasion. On veut l'envahir. C'est le rêve absolu. C'est le rêve du père. C'est le rêve du père. Le rêve du père, la tentation du père, c'est qu'il aime trop son fils. Il aime trop son fils. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tentation. Il va produire un mauvais chercheur. Il veut être à la place du fils. Il veut que le fils soit ce qu'il n'a pas pu être. Ce qui est déjà compliqué, hein? Oui, ce qu'il n'a pas pu. Il voudrait qu'un fils parfait. Mais peut-on avoir un fils parfait? Oui, donc ça, c'est la tentation. C'est la tentation du directeur aussi. Oui. Donc, symétrique à la tentation au démon du dirigé, symétriquement, vous avez le démon du directeur. Il veut être à ça, voilà. Il veut dire comme Jacques Derrida, il veut se substituer au père, alors que ça, c'est radicalement impossible. Oui. Alors, pour cela, qui doit être un directeur? Un directeur, je crois qu'il doit être modeste. C'est la modestie qui va sauver. Le diriger aussi, l'impétrant, comme on dit, il ne doit rien attendre de l'étudiant. Parce qu'il ne peut pas l'aider tel que, de la manière dont il attend qu'on l'aide. C'est pas possible. Moi, je l'ai essayé une fois. Hein. Je sais pas, j'ai oublié le nom de l'étudiant. Moi, j'ai vu qu'il était tourmenté, il ne pouvait pas avancer. Alors ça aussi, c'est une autre aventure. Avancer dans la recherche, on parlera de ça. Voilà, il me perturbait. Bon, après, moi, j'ai réfléchi je lui ai proposé un plan, je lui ai proposé une explication. Problème. Il n'est pas dans mon explication. Il n'est pas dans mon explication. Donc, je ne vais pas vous tromper. Mais ça pas, je ne remets pas en question tous ces magnifiques ouvrages sur les procédés. Mais ça, c'est après, ça va intervenir. Moi, je m'en tiens au moment premier de la recherche. Hein, je fais un peu de phénologie. Je m'en tiens au moment premier de la recherche. Le moment le plus difficile. Le moment en rhétorique, on parle d'inventio. Hein? Voilà, mais j'aime pas l'inventio parce que l'inventio, vous voyez, chez les rhétoriciens, la formule rhétorique, ça, c'est la vision linéaire de la recherche. La recherche, cette vision linéaire, c'est une vision théorématique. Vous faites ça, et vous allez avoir de bonnes recherches. Une recette, vision de recette, conception de l'algorithme. Hein? C'est pas ça qui produit des idées. C'est pas ça qui crée des idées. C'est pas ça qui engendre des idées. Vous voyez? C'est une formule commerciale, parce que les rhétoriciens sont des commerciaux. Ça ne marche jamais. Parce que l'invention dont il parle, c'est quoi? Vous prenez des toutes faites, mais ici, on est dans le domaine de la recherche. On est dans le domaine de la création. Je crée. Vous voyez? Je dis des choses que je précède. Ça, c'est de la grande complexité. C'est une grosse complexité. Vous voyez, donc, vous voyez, il y a ce rêve qui paralyse l'action. Donc, je ne vais pas vous tromper, parce que je pense que la première qualité du chercheur, c'est la sincérité. Sans remettre en question tout ce qui a été dit sur les méthodes. Il faut être sincère. Comme Wittgenstein. Il faut être conscient de nos faiblesses. Il ne faut pas faire de nos faiblesses un objet de déni, mais il faut les assumer. Je piétine, je n'avance pas. Attention, c'est ce piétinement qui est révélateur.
Donc, je ne vais pas proposer des formules toutes faites, littéraires, surtout pas la formule de Descartes. Bon, mais malheureusement, on fait un mauvais procès à Descartes, hein? Voilà, parce qu'il n'a pas dit ça. Oui. Donc, Descartes, c'est clair, c'est schématique, c'est presque algorithmique. Vous divisez les problèmes, vous trouvez les solutions. Ça ne fonctionne pas comme ça dans la recherche. De toute façon, ça ne fonctionne pas dans la vie. Parce que la vie, c'est de la recherche permanente. La vie, c'est de la réinvention permanente. Vous voyez, la recherche doit être un art de vivre. On se réinvente, on recrée le monde, on se recrée à l'intérieur du monde. Moi, je ne vais pas vous proposer des schémas, mais par contre, je vais vous proposer, comme on dit en systémique, des modèles. Modélisation de cette attitude créative, parce que c'est une véritable attitude. Oui. Donc, les schémas, il faut les déconstruire. Parce que le chercheur, c'est ça l'arme du chercheur. Vous voyez, parce que c'est pourquoi je dis tout chercheur, tout grand chercheur, fatalement, il doit être derrien. C'est-à-dire interroger les instruments qu'on utilise, leur validité, leurs limites. Et vous voyez, ça libère. C'est la critique qui libère en matière de recherche. C'est la critique. C'est pas d'être d'accord avec X. Ça, c'est les scènes de recherche. Qu'est-ce qui déclenche la recherche? C'est pas d'être d'accord avec X. C'est de ne pas être d'accord avec X. Mais dans le respect de X. Parce que je le respecte, mais dans son discours, il y a une faille. C'est dans cette faille que je m'engouffre. Et que je me découvre. Vous voyez la recherche. Finalement, vous voyez la question de la recherche. Vous voyez, il y a le paradoxe de Zénon. Est-ce que je sais que si je sais ce que je vais découvrir, est-ce que je suis en train de faire de la recherche? Mais un autre paradoxe, ce que je découvre, est-ce que ce que je découvre quelque part, ce n'est pas en moi? Oui. Donc, vous voyez, ça c'est la mythocritique, etc. Oui, c'est les grands débats. Donc, les schémas ne servent pas à beaucoup de choses. Le directeur, il n'est là que pour une chose. Il est là pourquoi? Donc, dans ce cas-là, vous dites, il ne peut pas m'aider dans la recherche, il ne peut pas être à ma place. Et qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de chercher, on me demande de découvrir. Et la recherche, c'est quoi? C'est ça. On me trouve comme dans le cas du sujet, le sujet qu'on me propose, de me dire de quoi le mot recherche est-il le nom. C'est ça qu'on me demande. On propose des solutions. Vous voyez? Là aussi, vous voyez, rien que par ce sujet, le piège, c'est quoi? C'est dire, ça c'est le piège de l'objectivisme, l'illusion objectiviste. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Effectivement, vous allez rechercher, vous allez avoir des problèmes. Oui, bon, je vous donne un prac. Hein, parce que ce qui est le plus important dans le cours sur la recherche, ce n'est pas les résultats, mais comment on parvient à ces résultats. Oui, vous prenez le sujet de quoi recherche est-elle le nom. Première illusion, c'est l'illusion objectiviste. La réalité n'est pas en dehors de nous. Si elle est en dehors de nous, on ne peut l'atteindre qu'à partir de nous. Le premier piège, de quoi la recherche est-elle le nom, ça c'est un réflexe, hein? C'est le réflexe du chercheur. Il va aller dans les... Moi, je l'ai vécu, nous avons tous vécu. On va chercher les solutions ailleurs. On se dit que quelqu'un a quelque part donné la solution. Mais après, on revient presque toujours bredouille. C'est extraordinaire la recherche. C'est-à-dire, ça c'est la réalité. Aucune des réponses qu'on trouve dans le monde ne se rejoignent intégralement. Parfois, il y a des connexions. Finalement, qu'est-ce qui nous libère? On cherche le truc, le mot recherche. Déjà, vous voyez, quand on fait la recherche, il y a le problème des mots. On me dit mot recherche. Attention aux mots. L'arbitraire du signe de ceci. Pour le chercheur, important les mots. Les mots ne sont pas nécessairement de bons mots. Il faut éviter le nominalisme. Les mots ne renvoient pas à la réalité. Les mots peuvent vous induire en erreur. Vous voyez, le mot recherche, ça pose problème. Je cherche, parce qu'il faut avoir les mots-clés, les keywords. Je me rends compte qu'il y a déjà problème avec recherche. Recherche scientifique. Je me documente, il n'y a pas d'ouvrage
sur ce qui m'intéresse. Oui, ce qui fait que chaque question est une question nouvelle. Donc, commencez par soupçonner les mots. Travaillez avec les mots qui existent, mais à un certain moment, il faut que vous mettiez de l'ordre. Il faut que vous proposiez votre vision. Alors, vous allez trouver recherche, après vous allez tomber sur Menon, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. En philosophe, il dit les paradoxes de la recherche, mais ça ne vous fait pas avancer. Et puis, fatalement, vous allez tomber sur le mot sérendipité. Hein? Sérendipité. Et ça va vous aider. Hein? Sérendipité, c'est-à-dire en anglais, sérendipité. Hein? Voilà. Là, vous allez tomber. Donc, vous voyez, en tant que chercheur, vous êtes un peu déstabilisé, surtout quand vous êtes un chercheur junior, un chercheur en herbe, ça vous perturbe. Vous n'avez pas des choses très claires sur lesquelles. Attention, le secret de la recherche, c'est lorsque vous prendrez conscience, en toute modestie, j'insiste là-dessus. Parce que je pense qu'un chercheur doit être modeste. Même s'il est sûr de lui, même s'il est fier de lui, parce qu'il va être sûr de soi. Il va trouver la solution. De quoi la recherche est-elle le nom? Mais ce qui va vous libérer. Moi, ce qui m'a libéré de dire, attention, il n'y a pas de définition de la recherche. En tout cas, moi, je n'ai pas de définition de la recherche qui me sied. Donc, je vais proposer ma définition de la recherche. Ça, c'est ça qui va vous libérer. De toute façon, on est condamné à être soi-même. Vous voyez? On ne peut défendre que son point de vue. Et c'est en défendant votre point de vue que vous allez comprendre les points de vue des autres. Et si votre point de vue est assez puissant, vous allez pouvoir intégrer les points de vue des autres. Si votre point de vue n'est pas trop puissant, parce que c'est une question de puissance, comme le disent. Faire de la recherche, c'est libérer notre puissance. Si notre puissance n'est pas aussi importante, on a parfois la chance, mais c'est très rare, d'avoir un chercheur qui développe une pensée dans laquelle on s'insère sans difficulté. Vous voyez, d'où le problème qui revient, la question du père et du fils. Parce que le rapport pédagogique, c'est un rapport paradoxal. C'est une activité paradoxale. C'est une activité apolitique. C'est pourquoi lorsque vous tomberez sur le mot sérendipité, vous allez... Alors, sérendipité, on va vous dire, hein, il y a un ouvrage très intéressant de Sylvie Catelin, qui a écrit un ouvrage, Sérendipité du conte au concept. Alors, on va vous dire hein, que ce texte, voilà, je vous donne, ça a été créé, le concept a été créé par Horace Harlow. Attends, je cherche quelle référence, voilà. Par Horace Harlow, par Horace Walpole, hein, à partir d'un roman en anglais, écrit enfin d'un conte, hein, du moins d'un conte persan, hein, écrit en 1600, quelque chose comme ça, intitulé Voyage et aventure des trois princes de Serendip. Les trois princes. Oui, c'est à partir du mot Serendip qu'il va créer sérendipité. Alors, que veut dire Serendip? Serendip, ça veut dire, à l'époque, c'est le nom de l'actuel Sri Lanka. Donc, Sri Lanka, c'était Serendip. Hein? Voilà, donc, l'historien. Donc, alors, c'est l'histoire de trois princes. Alors, c'est intéressant. Vous voyez, la recherche, elle est intéressante. Ça raconte l'histoire de quoi? L'histoire du rôle du hasard dans la recherche. Oui, le rôle du hasard. C'est-à-dire le chercheur, à un certain moment, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va, mais on a l'impression que la vérité qu'il cherche, nous avons tous éprouvé ça, aide à l'atteindre. À condition qu'il se fasse confiance et qu'il fasse confiance à la vérité. Vous voyez, la sérendipité. Et ça, oui, la notion, heureusement qu'elle est là, c'est très important, qui définit la sérendipité. Parce que la science de la recherche, finalement, après avoir cherché, je me dis, la science de la recherche, c'est à la fin de la recherche. Hier seulement, je me suis rendu compte, mais la science de la recherche, mais ça existait, c'est
c'est la sérendipité, l'étude de la science de la recherche. Et la science de la recherche, c'est quoi? C'est créé par un anglais, serendipity. C'est important, serendipity. Hein? C'est un anglais. Et le premier théoricien de cette recherche, hein, recherche comme recherche scientifique, mais recherche comme art de vivre. Le premier théoricien, en tout cas, c'est celui qui en a fait l'axe et qui était d'ailleurs un grand conférencier, c'est celui que j'admire beaucoup, sans connaître l'anglais, c'est Ralph Waldo Emerson, avec la notion de self-reliance, très important. Voilà. Alors, quand ce prof a dit, je vais te parler anglais, parce qu'il est comme ça. Elle est stricte, hein? C'est pourquoi moi je parle toujours français, pour ne pas avoir le risque. mais c'est intéressant. Mais pourquoi l'Amérique? L'Amérique, on est dans la même situation que les Américains en 19e siècle. Il fallait qu'ils s'inventent. Il fallait qu'ils s'émancipent du joug du continent d'origine. Qu'ils se réinventent, qu'ils découvrent qui ils sont. C'est pourquoi très tôt, cette science les a intéressés. C'est pourquoi très tôt, cette science de l'expérience comme cheminement vers notre vérité, il fallait que quelqu'un le théorise. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est Ralph Waldo Emerson, avec son article magnifique, Experience. Expérience, hein? Je ne sais pas en anglais, ce truc. Et puis son ouvrage Self-Reliance. Comment nous, Américains, devons-nous nous comporter pour être libres? Parce qu'en fin de compte, hein, cette question de recherche, ce n'est rien d'autre que la question philosophique de la liberté. Comment être libre? C'est le paradoxe de Menon, c'est le paradoxe de la liberté. Comment être soi-même? Oui. Comment être soi-même en tant que chercheur? Il fallait que ce problème soit posé en langue anglaise, d'abord par Emerson et puis par Horace, parce que ça, c'était une préoccupation pour eux. Sérendipité. Et dans cette histoire, c'est ça qui est intéressant, et ça va être presque la fin, après il y aura matière à réflexion. Il s'agit de trois, voilà. Elle n'a pas bien insisté là-dessus, Sylvie Catillon. Hein? C'est l'histoire de trois personnes qui ont été chassées par leur père. Ouais, leur père leur a demandé d'hériter, ils ont refusé. Le père les a chassés. Donc, ils sont allés à travers le monde et ils vont réaliser des exploits, mais des exploits épistémologiques. L'exploit le plus connu, c'est lorsqu'ils ont pu déterminer qu'un chameau était borgne, édenté, que le chameau portait une femme, comment dirais-je encore, enceinte. Oui. Donc, le fait de deviner par leur sagacité, parce que ça, c'est une des qualités du chercheur, la sagacité. En anglais, sagacity. Cette capacité à percevoir l'avenir, ce qui est à venir. Oui. Alors, vous connaissez cette histoire, hein? Cette histoire de détective qui parvient à déterminer l'identité à travers des traces. Hein? C'est Zadig, hein? Dans Zadig de Voltaire. Et ce passage, Zadig vous montre comment il va être mis en prison quand même. Parce qu'il dit, mais tu connais tout, parce que le chameau avait disparu. On lui dit, ah mais, puisque tu as pu nous dire comment est le chameau, c'est que tu l'as volé. Hein? Donc sur cette base, on les a emprisonnés. Voilà, après, donc vous pouvez lire le roman. Après, on va les libérer et ils vont élever au rang de roi. Il faut atteindre la royauté. Il faut s'accomplir dans leur plénitude. Mais qu'est-ce que ça nous raconte, tout ça, cette histoire? Vous voyez, tout se tient. Vous voyez, dans la recherche, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on entre dans la vérité. Et la vérité nous guide. C'est la chance du chercheur. La vérité nous guide. La vérité nous offre des occasions. La vérité nous conduit vers des livres qui vont nous libérer, vers des maîtres qui vont vous stimuler. On va revenir sur la stimulation. Que nous apprend le truc? Ça veut dire pour être un bon disciple, il faut s'acquitter de la... Enfin, pas s'acquitter, hein, il faut se libérer, voilà. Il faut se libérer de la tutelle du maître. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait confiance à leur instinct.
ils vont dire résoudre aux défis, aux épreuves que leur font subir le monde. C'est ça être un chercheur. Un chercheur, c'est être soi-même, se faire confiance, être à l'écoute du monde. Et en étant à l'écoute du monde, le monde nous révèle sa vérité. C'est la même histoire qu'on retrouve chez l'histoire classique, chez Jean de La Fontaine. Le laboureur et ses enfants. Il dit, allez chercher. Donc pour être digne du Père, il faut s'émanciper du Père. Il faut assimiler l'héritage du Père, s'approprier l'héritage du Père. Et se découvrir dans l'épreuve. C'est ça qu'on attend d'un chercheur. Qu'il comprenne le maître, qu'il oublie un temps le maître, et qu'il s'expose au défi. Parce que c'est ça la vérité. Le défi. Le défi de chercher la tentation du chercheur, c'est d'être dans des chemins battus, de répéter les mêmes choses. De toute façon, on ne répète jamais. Parce qu'à chaque fois, c'est une commande nouvelle. Donc, comment faire pour être intéressant? Parce que c'est ça qui est le plus. Parce que la recherche aussi, c'est être intéressant. Il y a beaucoup de libido dans la recherche. On veut se faire admirer, on veut faire l'intéressant. Voilà, c'est humain, comme dit Borges. On veut faire l'intéressant, on veut à la limite être admiré. Il ne faut pas avoir honte de ça. Ce sont les ressorts de la recherche. C'est l'admiration qui nous fait écrire. Et parfois, c'est la rivalité, comme dit René Girard. Ça, ce sont c'est pourquoi on a besoin d'écouter les autres pour avoir la volonté de redire ce qu'ils ont dit mieux, de reprendre mieux. Ça, c'est un des moteurs de la recherche. Vous voyez, au-delà des recettes, la recette, c'est quoi? C'est la recette phénoménologique. C'est l'attitude qu'il faut tenir. Donc, vous voyez, du coup, on comprend. Vous voyez, le chercheur, il faut qu'il s'émancipe. Il faut qu'il s'émancipe de la tutelle du maître. Condition initiale. Parce que ça, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas progresser. Vous allez piétiner. Vous allez essayer d'être une réplique. On ne peut pas être la réplique de qui que ce soit. C'est totalement possible. On ne peut pas être la reduplication ni la multiplication. Oui. On est soi-même en prenant sur le modèle. Parce que le maître, c'est juste un modèle qui nous stimule. Et à partir de là, on va se libérer. Oui, on se libère, on se découvre et on forme les yeux à découvrir. Parce que c'est ça la capacité. C'est-à-dire que les frères de Serendip, ils ont cette capacité à écouter les signes et à écouter ce que les signes nous disent. Et rien que ce que les signes nous disent. Pas autre chose. Parce que c'est ça là, c'est pourquoi l'enjeu. Donc vous voyez, la sérendipité, grâce à Sylvie Catillon, devient une méthode. Comment se mettre en chemin vers la vérité? Bon, je ne peux pas proposer un théorème, surtout pas un théorème. Comment se mettre en chemin? Mais c'est une suite d'attitudes, bien définie par Ralph Waldo Emerson, dans Self-Reliance. C'est-à-dire c'est-à-dire il faut apprendre, il faut cultiver, il faut du courage. J'insiste là-dessus, il faut du courage. Oui. Parce qu'on a l'impression que la nature, Dieu, ne récompense que ceux qui sont courageux. On aura bien voulu, c'est bien d'avoir, quand on fait une conférence, c'est magnifique une conférence dans laquelle tout serait réglé d'avance, mais malheureusement, c'est des choses qui n'existent jamais. Il faut toujours s'ajuster. Parfois, au démarrer une conférence, vous voyez que le public n'est pas accroché. Il faut que vous vous réinventiez. Avoir du courage. Avoir du courage. Écouter. Et des choses qu'il ne faut pas oublier aussi dans la recherche, il faut noter. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Vous notez. Vous revenez sur ce que vous avez noté. Vous laissez mijoter, parce qu'on réfléchit lentement. Vous notez, vous oubliez, vous passez à autre chose. Rousseau disait, quand il a une idée, il jette cette idée sur la page, il va se promener. Quelque temps après,
les idées se mettent en place, des idées nouvelles. Et vous écrivez, c'est important l'écriture. Parce que l'écriture, c'est un conditionnement tel que la vérité peut émerger. Parce que quand on écrit en certain moment, ce n'est pas nous qui écrivons, ça écrit. Oui. Et si les conditions sont bien créées, évidemment, les idées vont venir d'elles-mêmes. C'est à ce moment que les recettes vont venir. C'est à ce moment, évidemment, que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Il est pour le dire. Mais pour en arriver à la conception, il faut avoir la bonne attitude. Et en ce moment, vous vous rendez compte que les choses sont claires à nous. Et dès que vous écrivez, dès que vous allez écrire, vous avez oublié que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Mais dès que vous commencez à écrire, les choses se mettent en place. C'est là où la notion d'écriture automatique trouve sa réalité. À un certain moment, l'écriture devient automatique. Ça coule de source. Ça prend. Et vous voyez, à ce moment. Vous voyez, la solution, c'est quoi? C'est que vous soyez disponible pour accueillir la solution. Donc, il faut être hospitalier. Il faut développer le sens de l'hospitalier. Donc, pour terminer ça, effectivement, on va dire, mais à quoi sert un professeur? Dans ce cas, un directeur. Oui, le directeur, il ne peut pas se mettre à votre place, malheureusement. Bon, de toute façon, ce n'est pas intéressant. S'il se mettait à votre place, c'est lui multiplié par 2. Hein? C'est un clown, ça, c'est pas intéressant. Et puis, c'est pas possible. Hein? Et la vie, c'est la systémique, c'est l'émergence. Vous mettez 2, 3 éléments, ça produit autre chose. Il ne peut pas être à votre place. Oui. Il ne peut pas vous lire à chaque chapitre. Ce n'est pas possible. Hein? Parce que de toute façon, il ne partage pas vos idées. Ce qu'il peut vous lui proposer votre vision du monde. Qu'est-ce qu'il va vous proposer? Qu'est-ce qu'un directeur? Mais un directeur, c'est toujours dans le Ménon. Évidemment, c'est Platon, hein, c'est le plus grand pédagogue. Il nous dit dans le Ménon, son interlocuteur, Ménon lui dit, tu ressembles à une raie torpille. Ah, tu torpilles les gens. Mais un chercheur, ce n'est rien d'autre. Un directeur, c'est que ça. Il vous stimule. Il vous stimule par sa parole. Par exemple, vous allez prendre un modèle de lui. Il va vous donner envie. Il va vous provoquer parfois. Ça arrive. Si que ce monsieur, il a de la qualité qu'il ignore, vous présentez, il vous détruit. Il vous détruit. C'est nul ça, hein? Ouais, moi ça m'est arrivé, hein? Ouais, je viens, mais c'est quoi ça? Voilà, donc vous avez, parce que les chercheurs ont des moyens démesurés, hein? Alors on se fâche, on veut démontrer qu'il a tort. Il vous a stimulé, c'est en ça qu'il va vous aider. À cet stade, un autre stade, comment il va vous aider? Lorsque vous aurez présenté vos idées, hein? Vous présentez votre monde. Et en général, les gens, quand vous présentez leur monde, vous ne pouvez rien y changer. Sinon, ils sont perturbés. Donc, vous les laissez avec leur monde. Et ça aussi, c'est l'éthique du chercheur. Le directeur ne doit pas être un envahisseur. Il ne doit pas être invasif. Ouais. Il doit dresser une frontière entre son moi et le moi de l'autre. Sa vision du monde, c'est sa vision du monde. Vous avez beau insister, mais il raisonne de cette façon. Parce que dans la recherche, on se découvre. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'au fond, la recherche, qu'est-ce qu'on découvre? On se découvre comme étant partie du monde. Donc, ce que doit être le doctorat, mais ce que doit être le chercheur, il doit se fixer des limites. C'est son monde, c'est sa vision du monde. Il l'aide à mieux s'enraciner dans ce monde. Arrivé à ce niveau, l'aide qu'il peut lui faire, c'est de lui donner des conseils ponctuels qui sont difficiles à recevoir pour un jeune chercheur. Quand on est aguerri, on peut intégrer la critique. Et quand on est junior, c'est un peu difficile d'intégrer la critique parce que ça perturbe le truc. Et ça, c'est la force du chercheur. C'est pourquoi je dis toujours, ce serait merveilleux d'avoir un pays où tout le monde aurait fait sa maîtrise. Parce que on aurait un monde, c'est l'idéal. C'est un monde où on aurait des gens qui imaginent des solutions. Imaginez. Oui, même dans l'entreprise, c'est important. Parce que la sérendipité, c'est des choses qu'on reproduit dans tous les domaines de la vie. Dans l'entreprise, il faut savoir être imaginatif. Oui. Celui qui n'a pas fait l'université, il n'a même pas conscience qu'il y a des problèmes. Les choses sont telles qu'elles sont. Mais si vous êtes un chercheur dans l'art, vous dites, cela ne doit pas être comme ça. Donc, il faut que je propose des solutions
qui ne sont pas des répétitions d'autres solutions. Il faut imaginer de nouvelles solutions. Parce qu'une solution, si elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas bonne. Vous voyez, la sérendipité, on aura tout partout. C'est-à-dire, imaginer. Au fond, la création, c'est l'imagination. Savoir imaginer, savoir trouver des solutions nouvelles. Mais ici, la différence, c'est des solutions scientifiques. Donc, ce que peut faire le prof, c'est l'aider. C'est l'orienter en bibliographie. Bon, lisez ça, ça va vous aider. Est-ce que vous ne pourrez pas mettre les concepts? Parce que là aussi, question éthique, chacun doit savoir où s'arrêter. Et puis, quand on juge aussi, on ne doit pas projeter sa vision du monde sur la vision du monde de l'autre. Mais on va l'aider à améliorer sa vision du monde. On en parlait tout à l'heure. Vous voyez que ce monsieur, il n'est pas scientifique. Il n'est pas scientifique, ça veut dire quoi? Il tient des propos personnels. Parce que l'attitude scientifique, c'est quoi? C'est l'attitude dans laquelle je suis moi-même dans le respect de l'autre et en me situant dans une zone de diplomatie, comme on disait tout à l'heure. C'est une zone diplomatique où l'on va pouvoir discuter sans agresser l'autre dans le respect de l'autre, mais en aidant l'autre de façon diplomatique à s'améliorer. Oui. Donc du coup, voilà l'aide que peut avoir, qui peut lui apporter. C'est de l'orienter. Alors, enseignant, c'est content. Mais si le monsieur, quand même, il n'a pas confiance en lui, mais ce qu'il est en lui-même, il est le seul à pouvoir y atteindre, parce que c'est la limite de l'enseignant. J'ai beau aimer l'enfant, mais je ne peux pas être dans sa tête. C'est frustrant, mais je ne peux pas être dans sa tête. Je lui donne des consignes, mais ces consignes, est-ce que ces consignes atteignent son cœur, atteignent son âme? Oui. Au total, c'est un métier passionnant, mais il faut être comme les Sarins disent, il faut se libérer pour pouvoir revenir au maître. Et du coup, vous voyez que la sérendipité devient un art de vivre qu'on retrouve chez Edgar Morin. La voix, les sémioticien. Les sémioticien dit la réalité ne se répète jamais, la réalité bouge. La réalité, c'est de l'ordre, ce qui fait avancer la réalité, c'est le désordre. Et c'est le désordre qui est créateur. Mais comment accueillir le monde nouveau? Comment affiner le monde nouveau? On est dans la recherche et c'est l'ouvrage de sur la voie. Et puis, bon, il y a plein d'ouvrages. Vous voyez, la sérendipité, on peut l'appliquer à plein de choses. Hein. Voilà, donc, il y a quelques domaines que j'avais prévu de trucs. Hein. Je vais terminer par là. Vous voyez, les exercices. Vous voyez, quand on fait des cours, on innove. Même chose, vous voyez, vous êtes appelés à être des enseignants. L'idéal, c'est d'avoir une formule de cours parfaite qu'on répète partout. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Parce que le contexte change. Sur place, il faut savoir imaginer. Il faut avoir le courage. Le courage. C'est-à-dire, tant qu'on veut préparer, l'attitude qu'il faut éviter, c'est d'anticiper ce qu'on veut faire. Ça vous bloque. Et ça bloque la liberté. Oui. Si vous ne voulez pas que Monsieur Liberté vous aide, il ne faut pas le bloquer. Non, mais je n'ai pas besoin de toi, Liberté. Je répète ma formule. Oui. Ça ne marche pas. Donc, vous êtes dans un cours, vous venez, vous êtes bloqué. Oui. Ou bien une dissertation. Faites-vous confiance. Calmez-vous. Vous voyez, les pauses, c'est important. Parce que la vie, l'esprit mène une vie. Il y a la vie de l'esprit. Et l'esprit a besoin parfois, lorsque vous lui envoyez des commandes, des prompts, comme on dit en IA. Bon, c'est pas comme l'IA, mais l'IA prend du temps quand même. Hein? Mais l'esprit, surtout, quand lui a envoyé des commandes, l'esprit a besoin que vous laissez un peu de temps pour mijoter sa réponse. Et parfois, en tant que chercheur, c'est après le sommeil que la vérité arrive. C'est toujours comme ça que la vérité. Parce que finalement, la vérité, c'est quoi? Et je vais terminer par là. Le chercheur doit exploiter ses échecs. Ouais, il doit prendre conscience que ce qui est écrit, ce sont des échecs de thèse. Oui. C'est ces thèses ratées. Ou bien, comme le dit Francis Ponge, ce sont des menstrues. Il dit mes poèmes, ce sont des menstrues que je propose. Oui. Ou bien, au pire des cas, c'est comme Mallarmé, l'enfant de la nuit d'Idumée.
et un enfant imparfait. Il faut accepter l'imparfait. Et c'est l'imparfait qui est intéressant en général. C'est l'imparfait qui est intéressant. La meilleure conférence, c'est pas la conférence qui dit quelque chose, les Américains le disent, hein. Meilleure conférence, vous savez pas ce que vous dites, bon, utilisez la conférence à nous dire pourquoi vous n'avez pas rien à vous dire. Et vous ferez une excellente conférence. Même chose pour la recherche. Les blocages, les failles, les insuffisances, explorez-les. Et à la fin, mettez en forme. C'est la question du fameux plan. Le plan ne vous aide pas à réfléchir. Le plan n'est pas un algorithme. Le plan vous permet, après coup, d'ordonner vos idées de façon compréhensible. Hein? Vous comprenez? Donc, libérez-vous, laissez venir la vérité, et puis la vérité. Alors, dans ce document, je dis que finalement, ce qui est intéressant dans la recherche, c'est vrai de faire la recherche, mais de réfléchir sur ce que vous êtes en train de faire au moment de chercher la recherche. Et ça donne la colonne centrale et les marges. Les marges, ce sont les... voilà, c'est les notes que je prends, les observations, les clics. Voilà, je dis parfois, tel a dit, voilà, qu'est-ce qui me permet de dire que tel a vérité, etc. Donc, c'est un document inspiré d'une mise en page de Jacques Derrida dans GLA. Bon, il le fait fréquemment, il l'a fait dans GLA de façon systématique, il l'a fait dans la dissémination, hein, voilà, dans l'acte de dissémination. Donc, il met le texte, et à côté, il met des observations sur ce texte, sur la validité de ce texte, sur l'origine de cette peste. Il dit, mais ce que je dis là, est-ce que c'est moi qui le dis? Est-ce que c'est pas un autre qui le dit? Est-ce que ça ne vient pas de tel? Est-ce que c'est pas le blanc en moi qui parle en moi? Vous voyez, ces choses-là, ça libère un espace de liberté extraordinaire. Vous voyez, c'est le questionnement qui est à l'origine des grandes recherches, qui est à l'origine, puisque la sérendipité, c'est un art, des grandes innovations. Vous voyez, mon pays bloqué, vous voyez, la sérendipité, on peut l'appliquer à la politique. On dit le Sénégal bloqué, les gens sont paresseux, les trucs sont ça, etc. Celui qui fait de la recherche vous dit, attention, la recherche, les blocages sont les solutions. C'est comme on dit en système. Le problème est la solution. C'est ça qu'on appelle la sérendipité. Mais ils sont comme ça. Mais il ne faut pas les changer. Il faut créer un monde conçu à la mesure de ce monde. Mais finalement, le chercheur, il doit être un musicien. Le musicien, c'est du quoi? C'est du n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi, on valorise ça et ça devient du jazz. Vous voyez? L'obstacle est la solution. Je vais terminer par là. Le chercheur, il doit avoir une devise. Le problème, c'est la solution. Le blocage, c'est la porte. Mais il faut que moi, je heurte le mur pour comprendre le sens de ce blocage et pour faire fructifier ce blocage et rendre la compréhension de ce blocage et l'utilité de ce blocage en des termes compréhensibles. C'est à ce moment où l'art de la sérendipité devient vraiment un art universitaire scientifique. Donc voilà ce que je vous apporte pas beaucoup de choses, mais peut-être je vous ai stimulé. Dès que vous ne serez pas du tout d'accord, vous avez dit que vous êtes du n'importe quoi, c'est bien. C'est un nouveau chercheur qui est né à partir de cette parole. La recherche, c'est un grand désordre, mais voilà. Dans tel désordre, on va avoir un ordre, pas l'ordre, mais un ordre sur lequel on peut baser notre quête de vérité, qui est en fin de compte la recherche. Donc merci beaucoup, professeur. Vraiment, on sait qu'avec vous, il y a une prise de notes, mais moi j'ai tellement écrit, et j'étais là en train d'écrire parce que, machallah. Peut-être que je vais vous envoyer un document. Oui, sérieusement, j'en aurais bien besoin, moi personnellement. Donc, on a une toute nouvelle image de la recherche, ce qu'est la recherche. Et il a passé par les mathématiques, comme vous avez pu le voir. Donc, c'est très original. Donc, il aurait pu nous dire, la recherche, c'est ça, utiliser le français qu'on connaît habituellement. Mais il s'est fondé quand même sur un jargon technique, entre guillemets, très original. Donc, c'est ça la recherche, en fait. Il a apporté sa pierre à l'édifice. Parce qu'on a tellement eu de définitions de ce qu'est la recherche. Mais il a basé sa théorisation de la recherche sur un champ autre,
qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on se dit qu'on est très littéraire, mais il nous montre en même temps qu'il y a une certaine indisciplinarité en fin de compte, qu'il a pu voir par sa recherche. Donc c'est ça en fait la posture qu'on doit avoir. Briser ces frontières-là, en fait, qui n'existent pas en réalité, mais qu'on imagine qu'elles existent dans notre tête. Parce que c'est ça la posture qu'on doit avoir, qu'on sorte de nous-mêmes, de ces ponts-là ou de ces frontières qu'on s'est dessinées dans notre tête et qu'on aille vers cette vérité, pas la vérité, parce que moi je dis toujours qu'il y a des vérités, qu'on se construit, qu'on va prendre et qu'on s'approprie, qu'on théorise, et puis ça c'est une contribution aussi qu'on va apporter à un champ aussi large que celui de la recherche. Donc, je vais en vrac faire un bref résumé vraiment de ce qu'il a dit, parce qu'il a, comme vous avez pu le voir, il a vraiment bien expliqué c'est quoi la recherche. Il a parlé que c'est un concept énigmatique. Et quand on dit énigmatique, ça veut dire qu'on peut y mettre tout, mais en fin de compte, très difficile à dire et à définir. Donc, énigmatique, qui comporte des réalités. Hein, mais ce qu'on retient de cette énigme, c'est que c'est une quête inassouvie, mais que chaque chercheur a sa quête. Hein, c'est comme s'il y a un lièvre qui court et puis nous, en tant que chercheurs, on court après ce lièvre. Mais quand même, on tient à avoir cette quête, on tient à avoir au moins une solution, parce que chaque recherche, comme vous l'avez dit, chaque chercheur aspire à apporter pas la solution, mais sa solution à un problème qu'il a identifié. Donc ça aussi, c'est une chose qui est très importante. Mais aussi que la recherche tourne autour de mythes. Évidemment, on se fait des mythes. Hein? Les mythes sous-tendent la recherche. Ouais, ça aussi, il en a parlé, qui nous permet d'avoir une logique de recherche. Parce que quand on est aussi dans cette quête-là, qui est la recherche, il faut qu'on se situe dans une certaine logique. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence interne dans ce qu'on fait. Hein? Donc ça, il en a parlé. Et cette quête qu'on a nous permet aussi de vouloir à chaque fois être dans cette perfection. Bien vrai que la perfection, elle n'existe pas, mais on se met dans cette position qu'on veut faire une chose parfaite. Et en réalité, on sait que, et grâce à la revue même de la littérature, là où il parlait que c'est important de se dire qu'on ne peut pas tout faire, on ne pourra pas tout faire, et que tout ce qu'on va faire comme recherche, il va y avoir des failles. D'où l'importance, bien avant d'entamer sa quête, sa recherche, de faire une sorte de revue de la littérature. C'est là où la revue de la littérature est importante. Quand on engage un champ de recherche, tout a été dit, tout a été déjà dit. Mais dans cet engagement-là, on se réinvente, bien sûr, parce qu'on peut apporter sa contribution. Mais avant de faire ça, il faut faire une revue de la littérature, c'est-à-dire faire une sorte d'état des lieux, pour voir ce qui a été fait sur telle question, pour pouvoir identifier les failles qui existent. C'est là où maintenant on va voir où on va se situer en tant que chercheur sur telle problématique ou telle autre problématique. C'est ce qu'il avait dit tout à l'heure et je pense que c'est très important aussi. Donc le chercheur, ce que j'ai aimé dans sa présentation, c'est les rapports entre encadrants et encadrés. Parce que nous tous, on a été des chercheurs, nous tous, on a fait nos thèses, mais à un moment, on s'est dit, bon, le prof, il ne m'encadre pas vraiment. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas, il n'est pas présent. En réalité, c'est ça la bonne posture de l'encadrant. Il faut qu'on laisse du champ, du temps à son étudiant pour qu'il se découvre, se révèle, pour qu'il soit conscient qu'il a même de frais potentialités. Parce que quand on est dans la recherche, on est pris de doute. Mais comme m'avait dit mon encadre, le temps que tu as le doute, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Et quand on est pris par les doutes, c'est là où on pense qu'on a bien besoin de son encadre, que l'encadre doit être là pour lui dire non, Khadi, tu dois faire ça. Mais si, comme il dit, tu te redécouvres, si tu te réinventes, tu peux évidemment voir la lumière. Donc ça, je pense qu'il a bien expliqué. Et puis qu'on laisse le champ à son encadré pour qu'il fasse ce qu'il a à faire et puis se découvre. Maintenant, on peut être une sorte de, en tant qu'encadrant, on peut être une sorte de torche-bearer, comme disait Achebe. On peut avoir juste la lampe, mais loin derrière
l'encadrer et on le laisse prendre. Voilà. On le laisse marcher, on le laisse se découvrir, on le laisse faire son travail. Nous, on est derrière en tant qu'encadrant. Voilà. On ne va pas l'enlacer, l'entourer ou l'envahir. On peut être là à l'encadrer, mais on lui laisse son espace, son temps, ses capacités, pour qu'il se redécouvre, pour qu'il sache ses capacités et qu'il fasse un bon usage de ses capacités. Maintenant, on sert de conseil, voilà, on peut servir de conseil, ça c'est tout ce qu'on peut faire. Mais des fois, c'est normal, c'est très naturel, quand même quand on engage un champ inconnu, qu'on pense qu'on doit être encadré, guidé, tout le temps ça ne marche pas. Et ça, je pense qu'il l'a bien expliqué par des images très parlantes, vraiment, et ça c'est absolument magnifique. Donc, la recherche, en fait de compte, c'est un art de vivre, évidemment. Parce qu'un art de vivre, si on se réinvente, c'est un art de vivre. On se crée une toute nouvelle vie au travers de sa recherche. Et je pense que ça, c'est important. Donc, ça, il l'a bien expliqué aussi. Et puis, la conceptualisation des mots-clés. Parce que ça, c'est le fondement. Si c'était une même maison et qu'on doit construire une maison, ça, c'est la fondation. The keywords, comme il a dit tout à l'heure, il faut une bonne conceptualisation des mots-clés. Si on ne le fait pas, évidemment, on rate sa recherche. Parce que comme l'a dit Ferdinand de Saussure et tous les autres sémionticiens, les mots n'ont de sens que dans leur contexte. Ce que je mets dans tel concept peut être différent de ce que tu mets dans le même contexte, mais dans un cadre bien différent, parce que ça dépend du champ de recherche dans lequel je me trouve. Donc, il faut bien conceptualiser les mots-clés de la recherche pour que ça aide aussi dans la démarche qu'on va adopter. Et puis être modeste. Parce qu'il y a des étudiants que tu encadres qui ne souffrent pas non seulement les critiques, mais la contradiction. Parle de moi. Ah bon? Et puis ça fausse les rapports. Ça fausse les rapports. Donc ça, bon, je pense que tout chercheur, la clé, c'est être modeste. Ça ne veut pas dire qu'on se sous-estime. C'est pas ça. C'est être humble et être modeste. Accepter la contradiction, accepter, souffrir, qu'on vous dise que le prof barre, parce que c'est ce que je fais, je barre, c'est pas bon. Ça, il faut accepter ça. Et vous dire que c'est une manière de me réinventer. En réalité, il ne le fait pas pour me minimiser, mais pour que je puisse encore puiser, parce qu'il est convaincu que j'ai encore des ressources à utiliser. Donc, je pense que si on a cette posture, les rapports vont être fluides, et puis ça va aller aussi au résultat final. Donc ça, je pense que c'est important, la modestie, la sagacité, il en a parlé, se projeter dans l'avenir. Et puis même quand on écrit la thèse, on doit se projeter. Dans ma thèse-là, je peux avoir telle autre recherche. Ça peut engendrer telle autre recherche. Dans 2 ans, je vais travailler sur tel autre aspect de ma thèse. Parce que je suis sûre que je ne peux pas faire tout. Je ne peux pas faire tout. Je me projette 2 ans après, je vais faire ça. Ça, c'est être sagace, se projeter dans l'avenir. Ça, je pense que c'est la posture aussi d'un bon chercheur. Et puis avoir le courage aussi de contredire scientifiquement son maître. Parce qu'il n'y a pas que tout ce que le maître dit, ou que vous soyez en ligne de ce que le maître dit. Et le maître aussi doit être assez ouvert aussi, d'accepter que son disciple aussi se porte en faux de ce qu'il a théorisé. C'est ça, l'enrichissement mutuel. C'est ça la recherche. La recherche, c'est l'enrichissement mutuel. Parce que ton maître peut avoir tout dit, penser tout dire, mais que toi, l'encadrer, tu dois être en mesure scientifiquement. Il ne s'agit pas de dire que non, mais scientifiquement, de contredire le maître, mais basé sur des faits scientifiques. Et le maître doit l'accepter. C'est là on est ouvert. Parce que aussi, c'est la recherche. Ça, les uns et les autres aussi vont s'enrichir. Donc, je ne vais pas faire la conférence dans la conférence en groupe. Donc, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, des contributions, d'autres aspects que vous aurez aimé qu'il aborde et qu'il n'a pas pu aborder. Donc, c'est une très belle occasion aussi pour prendre la parole. Et puis voilà. Parce que c'est le prof, c'est le chercheur, machallah. Je sais qu'il pourra apporter toutes sortes de réponses à vos interrogations. Donc, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci.